Bonjour, quelques explications sur les transformations chimiques. Bien, premièrement, une transformation chimique, c'est comme on l'a vu, là, une transformation chimique, c'est exactement comme une réaction chimique, si vous voulez. Il y a vraiment transformation des substances pour en créer des nouvelles. Fait que c'est vraiment, on l'a vu, la neutralisation, c'est la neutralisation des acides par les bases, la neutralisation acido-basique. C'est vraiment une réaction qui va faire apparaître des nouvelles substances par transformation chimique, par exemple de l'eau, puis un sel. Tout ce qui est combustion, quand on va brûler quelque chose, évidemment, les substances se transforment à tout jamais. Ils vont rejeter dans l'atmosphère, par exemple, dans le cas des combustibles fossiles, du pétrole, ils vont rejeter du dioxyde de carbone et d'autres déchets gazeux dans l'atmosphère. L'oxydation des métaux, ce qu'on appelle communément la rouille des métaux, ça aussi, ça transforme les métaux de façon irréversible. Puis on va voir, pour finir, la photosynthèse puis la respiration cellulaire, c'est des réactions qui utilisent les mêmes molécules, mais c'est des réactions qui sont inverses. On va voir ça rapidement. Ce sont des transformations chimiques. Donc, ici, vous avez la neutralisation acido-basique. On l'a déjà vu ensemble précédemment. Donc, je vais passer sur la neutralisation acido-basique. Je vais aller directement à la page 130 où est-ce qu'on parle de combustion. Bon, une combustion, tout le monde, communément appelé brûler quelque chose, si vous voulez. La combustion, on a besoin de 3 éléments pour faire brûler une substance. Et c'est bien écrit ici. Donc, la première substance, c'est un combustible. C'est quelque chose à faire brûler. Donc, un combustible, pensez à du bois, du carton, je ne sais pas moi, du papier, toute substance qui peut être brûlée. Donc, ça s'appelle un combustible. Ça peut être liquide, mais comme par exemple de l'essence, mais comme c'est mentionné ici, ça peut être du gaz, ça peut être un solide comme du bois. Donc, ça peut être sous n'importe quelle phase. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un comburant. Un comburant, c'est ce qu'il y a dans l'air, comme par exemple le dioxygène. Le dioxygène, c'est ce qui entretient la combustion. Si on coupait le comburant, ben la combustion, elle va cesser de s'effectuer. Il y a d'autres comburants aussi, à part le dioxygène. Évidemment, le dioxygène, c'est lui qui est dans l'air, c'est le plus connu. Mais vous avez, par exemple, l'ozone est un bon comburant. Vous avez les halogènes, donc le dichlore, le dibrome, le diiode. Ce sont des bons comburants. Vous avez les oxydes d'azote. Vous avez des peroxydes d'hydrogène aussi qui sont des bons comburants. Donc, il existe plusieurs comburants, mais le principal, qui est le plus usuel, évidemment, c'est le dioxygène qui est dans l'air. Et le point d'ignition, ben, pensez à si vous avez, par exemple, de l'oxygène dans l'air, si vous avez, par exemple, du papier. Donc, c'est pas tout d'avoir un combustible puis d'avoir un comburant. Ça va prendre un apport de chaleur pour pouvoir partir la réaction, pour pouvoir amorcer la combustion. Pensez à une allumette. Pardon. Donc, une allumette, c'est ce qui va permettre, par exemple, au papier d'atteindre le point d'ignition. Okay? Donc, le point d'ignition, c'est un apport d'énergie qui va permettre au combustible d'avoir une température assez élevée pour pouvoir s'enflammer. Donc ça, ce sont les 3 éléments de la combustion. Évidemment, si on veut éteindre un feu, bien, on va agir sur un de ces 3 éléments-là. On va voir ça dans les exercices. La page 131, on vous parle de différents types de combustion, combustion vive, combustion spontanée et combustion lente. Bon, on va y aller avec la combustion vive, celle qui est la plus usuelle. C'est celle qui se manifeste, je dirais, qui se matérialise par une grande quantité d'énergie qui est produite. Donc, se produit rapidement, pensez à un feu d'artifice, un feu de bois, une explosion d'un moteur à essence, donc une bougie qui est allumée, se produit à haute température, donc libère une grande quantité d'énergie et de chaleur. Donc, la combustion vive, c'est celle qu'on peut souvent apercevoir à l'œil nu. La combustion, je vais aller tout de suite avec la combustion lente. La combustion lente, elle, c'est une combustion qui produit pas toujours énormément de chaleur, ne dégage que peu ou pas de chaleur. La respiration cellulaire, c'est difficile à concevoir, mais souvent on l'appelle la combustion cellulaire d'ailleurs. Dans votre corps, ben, les cellules utilisent le dioxygène que vous inspirez, utilise le glucose qui est dans vos vaisseaux sanguins, qui est amené jusqu'à vos cellules, le glucose qui était auparavant dans les aliments que vous mangez. Donc, il se produit, c'est-à-dire qu'il se produit une combustion, le dioxygène que vous respirez
on va voir la réaction tantôt, il va réagir avec le glucose dans votre sang, c'est-à-dire amener jusqu'à vos cellules pour dégager de l'énergie. Mais c'est bel et bien, c'est une réaction d'oxydation, mais c'est une réaction de combustion. Ça s'appelle la respiration cellulaire. Donc ça, c'est une combustion qui est lente. Ça s'étend sur une longue période de temps. Okay? Ça se fait constamment dans votre corps. La corrosion des métaux. Quand un métal rouille, ben, le métal réagit encore une fois avec le dioxygène dans l'air gazeux et il va se produire un oxyde de métal par après, qu'on appelle un métal qui est rouillé. Mais la corrosion des métaux, ça se fait de façon très lente, ça dégage très peu de chaleur. Vraiment, c'est pas perceptible là, pour l'humain, mais c'est quelque chose, c'est un processus qui est lent. Donc, c'est une combustion qui est lente. L'oxydation des aliments également. Ça, c'est par exemple la réaction du dioxygène de l'air avec la chair d'une pomme. La pomme devient, au lieu de quand la chair de la pomme est blanche, ben, la pomme va devenir un petit peu jaune. Même chose pour les bananes, etc. Donc, cette réaction-là avec le dioxygène va faire qu'il y a une combustion, puis elle est pratiquement pas perceptible. La combustion spontanée, c'est le mot le dit, c'est qu'il va se produire un dégagement de chaleur, donc une combustion. La combustion spontanée, en passant tout le monde, une fois qu'elle s'est amorcée, elle se transforme en combustion vive. Donc, c'est mentionné ici, se comporte comme une combustion vive une fois que la combustion est amorcée. Mais la combustion spontanée, elle se fait de façon lente, effectivement, mais elle se fait souvent à température qui est plus faible que la température ambiante pour pouvoir démarrer. C'est-à-dire, pensez à, ici on vous parle des incendies de forêt dans une période de forte chaleur, par exemple dans les sols, dans les forêts, il peut y avoir une petite réaction chimique qui se produit, qui est exothermique, qui libère de la chaleur, mais la réaction chimique, elle peut se produire dans le sol à une température de 13 degrés Celsius, alors qu'il fait 35 degrés Celsius à l'extérieur. Donc, mais la réaction chimique elle-même va dégager de la chaleur et elle va s'emballer, cette réaction chimique-là, et ça va éventuellement mettre le feu à un combustible. Donc, une combustion spontanée, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez souvent des huiles à base de noix, des huiles de lin, par exemple. Si vous mettez un coton dans l'huile de lin va réagir avec le dioxygène de l'air. Ça va faire une espèce de petite croûte sur le linge de coton et il va se produire une réaction chimique qui va dégager de la chaleur et tranquillement, le coton va se mettre à flamber. Mais la réaction va s'être produite à une température, ça pourrait être, c'est pas toujours le cas, le point d'ignition peut être à une température inférieure que la température à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bocal où est-ce que vous avez mis votre huile de lin puis votre linge de coton, peut-être que c'est quelques degrés Celsius plus faible que la température à l'extérieur du bol. Mais ça n'empêchera pas la réaction chimique de se faire et éventuellement de s'emballer et de produire une réaction qui va éventuellement produire une combustion vive. Donc, les combustions spontanées, vous avez ça avec les bottes de foin, des ballots de foin, du foin qui est entreposé, mais avec beaucoup, beaucoup d'humidité. Il va se produire une réaction chimique avec des micro-organismes qui va dégager de la chaleur et ça peut provoquer ce qu'on appelle des feux de grange. Donc ça, c'est un exemple de combustion spontanée également. Ensuite de ça, l'oxydation. L'oxydation, c'est relativement simple. C'est n'importe quelle matière, souvent un métal, qui réagit avec du dioxygène pour provoquer un oxyde. Donc, c'est le dioxygène. Dès qu'il y a le dioxygène qui réagit dans la combustion, par exemple, la combustion est une réaction d'oxydation parce que le dioxygène fait partie des réactifs. Il n'y a pas juste le dioxygène, vous avez le dichlore et le dibrome qui peuvent réagir pour produire une réaction d'oxydation. Par exemple, on vous donne ici l'exemple de la rouille. La rouille, là, c'est l'exemple classique de l'oxydation. C'est-à-dire que du fer va réagir avec du dioxygène gazeux. Tiens, vous avez l'équation ici. Du fer va réagir avec du dioxygène gazeux pour produire du trioxyde de difer. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'agent oxydant, c'est le dioxygène. Qu'est-ce que c'est un agent oxydant ou un oxydant? C'est une substance qui va enlever des électrons au fer, puis il va se créer une différence au niveau électrique entre les deux, puis l'un va se lier à l'autre par différence de polarité, et ça va produire la liaison pour faire une nouvelle molécule. Et cette réaction-là va produire des oxydes, un oxyde de fer. Donc, par exemple, évidemment, si votre oxydant, c'est du dibrome ou c'est du dichlore, ben, l'oxyde qui va se produire par la suite va tenir compte d'un métal, mais associé, par exemple, au brome, d'accord? Ou un métal associé au chlore.
mais ça va quand même rester un oxyde, même s'il n'y a pas d'oxygène dedans. Les oxydes contiennent l'agent oxydant, donc par exemple, dans le cas de la rouille du fer, c'est l'oxygène, pour donner par la suite un oxyde, tel que mentionné ici. Donc, l'oxydation, tout simplement, c'est une réaction chimique qui fait intervenir, pardon, excusez-moi, okay, donc qui fait intervenir le dioxygène ou le dichlore ou le dibrome au niveau des réactifs de la réaction, c'est-à-dire à gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? La photosynthèse et la respiration cellulaire. OK. La photosynthèse et la respiration cellulaire, c'est deux réactions chimiques qui font intervenir les mêmes molécules. Bon, je vais commencer avec ça, tiens. Regardez, ça, c'est l'équation de la photosynthèse, d'accord? Donc, ça, c'est la photosynthèse que vous avez ici, que je vous encercle en rose, je vous encadre en rose. La photosynthèse, ce sont les mêmes molécules que la respiration cellulaire. Alors, on va regarder ça rapidement. Regardez, juste peu importe où ils sont placés, là, vous avez du glucose, du oxygène, du CO2, de l'eau et de l'énergie. Regardez ici, vous avez du glucose, du dioxygène, du CO2, de l'eau puis de l'énergie. Ce sont les mêmes molécules, sauf que du côté de la photosynthèse, ce que vous avez du côté des réactifs se trouve du côté des produits pour la réaction de respiration cellulaire, et ce que vous avez du côté des réactifs pour la respiration cellulaire se retrouve du côté des produits pour la photosynthèse. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ce sont deux réactions inverses. Bon, qu'est-ce qui les différencie? Évidemment, la photosynthèse, ça se fait par les végétaux, exclusivement par les végétaux. Les végétaux, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils utilisent l'énergie du soleil au niveau des réactifs. Donc, c'est le fameux E, l'énergie qu'on a dans la réaction chimique. Ils utilisent le dioxyde de carbone présent dans l'air et ils utilisent l'eau, qu'ils vont absorber par leurs racines, évidemment, les végétaux. Et ils vont produire deux choses. Ils vont produire une quantité de glucose dans leur structure cellulaire. Et ça, c'est très important parce que les végétaux vont se auto-nourrir, ça s'appelle des autotrophes, si vous voulez tout savoir. Ils se nourrissent par eux-mêmes et ils vont produire une quantité de glucose dans leur tissu cellulaire et surtout, ils vont produire une quantité de dioxygène dans l'air. Et ça, c'est très, très intéressant parce que la photosynthèse, elle élimine le méchant dioxyde de carbone, puis elle nous produit du dioxygène qu'on a besoin. Donc ça, c'est une transformation chimique, évidemment. Et là, vous l'avez, elle est illustrée ici. Vous avez le dioxyde de carbone dans l'air, vous avez l'eau qui est présente dans le sol, plus l'énergie du soleil. Et ça va produire dans la structure cellulaire des végétaux, c'est une réaction chimique qui produit du glucose et du dioxygène gazeux qui est renvoyé dans l'air. Donc, c'est une transformation chimique qui est très, très utile pour l'homme. Et voilà, vous lirez ce qui est mentionné là-dessus. Puis en gros, c'est la façon dont ça fonctionne. Sauf que les organismes végétaux ainsi que les organismes animaux, donc mammifères comme nous, comme tous les mammifères de la planète, ils font ce qu'on appelle de la respiration cellulaire. C'est que nous, c'est important. Donc, la respiration cellulaire, c'est l'équation chimique de la page suivante. Les humains, là, on va se nourrir du glucose. Donc, pensez à une plante, on va penser à un pommier. Donc, mettons qu'on prend un pommier va produire des pommes, évidemment, et dans les pommes, il va y avoir du glucose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger le glucose. Donc, on prend du glucose, on absorbe une quantité de dioxygène. Tout ça va s'en aller dans notre système digestif. Le dioxygène va se rendre jusqu'à nos cellules par les alvéoles, les petits capillaires sanguins qui sont autour des alvéoles. Donc, tout ça, ça va s'en aller dans notre sang. Le glucose, par notre système digestif, va être acheminé dans notre sang également. Les cellules sont alimentées par le sang. Donc, ce qui fait que dans le sang, on va avoir du dioxygène et du glucose qui va réagir. Vous l'avez ici dans l'équation chimique. Du glucose et du dioxygène. Ce que ça va faire, ça va surtout nous donner une quantité d'énergie. Donc, c'est très important. Notre corps, il a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Notre système musculaire, notre système respiratoire, notre système circulatoire, notre cœur, etc. Nos poumons, notre diaphragme. On a besoin d'énergie pour pouvoir faire ça. Et on va aller chercher cette énergie-là en se nourrissant, comme il faut, en allant chercher des nutriments, et en inspirant du dioxygène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer du CO2 par notre bouche, parce que ça, c'est un déchet, c'est un produit de la réaction. On expire du CO2 et il y a également une quantité d'eau qui est produite dans notre corps.
de l'eau liquide dont notre corps est fait à plus de 70%. Donc, ça, c'est ce que ça s'appelle la respiration cellulaire. C'est une réaction de combustion lente. C'est une réaction également d'oxydation, puisque l'oxygène est du côté des réactifs. Et c'est ce qui permet de nous maintenir en vie. Voilà pour ça, c'est un très bel exemple de transformation chimique. Merci.